Tout de suite, le JT. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir ETV pour vous informer et surtout pour cette dernière édition midi de ce mois de juillet. À vous, auditrices et auditeurs, merci d'être de nôtres. Sortie solennelle des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. C'était hier 30 juillet, ici même à N'Djamena, au ministère, dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger. Cette promotion, baptisée Bintou Maloum, première femme à faire donc son entrée à l'ENA en 1966 à 1968, a été donc présidée par le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Dans son allocution, le chef de l'État a donc réitéré son engagement à faire de la formation de la jeunesse un maillon d'excellence dans le progrès du Tchad. On en sait plus avec Alphonsine Madilem. Dans un contexte national et international marqué par une concurrence accrue entre institutions de formation et par des exigences croissantes de professionnalisation de l'administration publique, l'École nationale de l'administration se veut un véritable pôle d'excellence de formation et d'encadrement des administrateurs tchadiens. Une sortie immersive plongeant l'ensemble de corps d'enseignants et les acteurs à l'éducation dans une course de compétition de rigueur et de performance. L'ENA est une vieille institution de la République, créée au lendemain de l'indépendance et a fêté ses 60 ans en 2023. Elle a été créée à cette époque dans le but de doter les jeunes États tchadiens post-colonial des cadres qui devraient remplacer progressivement les administrations coloniales. Dr Ramatou Mahamadou Goutouin, la présidente du conseil d'administration, s'est félicitée du résultat réalisé par l'ENA. Ce qui témoigne de l'engagement exceptionnel des autorités tchadiennes à réinventer le système éducatif répondant aux exigences de l'heure. Cette modernisation qui progresse à grands pas s'appuie sur la digitalisation des processus afin de réduire les délais de traitement des dossiers et de renforcer la transparence. Pour permettre au maréchal président de la République, de haut de son bureau pour accéder au chantier et à tout ce qui se fait sur le terrain. L'émotion est à son comble. Foka Christiane est l'une des lauréats. Si j'ai un message ou quelque chose à dire à mes sœurs, c'est que nous avons les mêmes possibilités que les garçons. Si les garçons arrivent à exceller, nous aussi nous sommes dotés de mêmes potentialités, alors nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons affronter les défis et marcher tête haute. Pour le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, la formation de la jeunesse ne peut plus attendre. Elle reste un impératif pour le gouvernement de la 5e République. Chers lauréats, il y a 3 ans, vous avez fait le choix judicieux d'intégrer cette prestigieuse école, de vous engager dans un parcours noble consacré à l'intérêt général. Après 3 années d'efforts, de rigueur intellectuelle, de travail et de discipline, vous voilà aujourd'hui à la porte de sortie, fiers, joyeux. Ils sont au total 196 lauréats de toutes filières attendues à recevoir leur certificat de réussite. 11 majeurs d'entre eux ont reçu de la main du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno leur diplôme de fin de formation. Madilem Alphonsine, dans une réforme de refondation d'une gouvernance de proximité émise par le Séminaire national sur la décentralisation, le chef de l'État qui a présidé donc la sortie des élèves de la 19e promotion a déploré le refus de certains administrateurs affectés à leurs fonctions. Il a donc réaffirmé sa volonté à faire respecter les décisions prises pour le bien-être de la population, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Je relève que malheureusement, quelques-uns parmi ceux-là ont refusé de gagner leur poste, soit disant que les postes ne sont pas à la hauteur de leur aspiration ou qu'ils se trouvent dans des zones reculées, alors qu'ils ont fait le serment, de servir la République partout où cela est nécessaire.
Les sages de servir sur l'ensemble du territoire de notre territoire doivent être cultivés et encouragés. Comme dans l'armée, les énarques doivent se déployer partout à l'intérieur du pays et gravir les échelons conformément à leur mérite. Vous devez aller servir où la République vous appelle, car la voie que vous avez choisie est certes noble mais exigeante. Et puis un tour dans nos provinces, former les enseignants communautaires en vue d'améliorer l'apprentissage de qualité et inclusif était donc au cœur d'une formation de 25 maîtres communautaires. C'est à travers le projet Appalage mis en œuvre par le consortium JRS Humanité Inclusion Accra en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Notre correspondante Fierté Ouattara nous en dit plus. Sous l'initiative du projet à la page, 8 jours durant, les 25 maîtres communautaires venus des provinces du Mandoul et le Gol oriental ont été formés sur les méthodes d'apprentissage inclusive, des approches différenciées, les enjeux liés à l'éducation inclusive, notamment l'accueil et l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap ou en situation de vulnérabilité. Retour sur la quintessence des différents thèmes abordés avec les formateurs. Nous avions parcouru beaucoup de thèmes. Sur le thème sur l'organisation de la classe, le thème sur l'enseignement inclusif, les apprentissages, l'enseignement de la géographie au SEM, la géométrie, système métrique, le thème, enfin, le dernier thème de la journée est axé sur l'évaluation. Ce que c'est que l'éducation inclusive, il consiste à mettre tous les enfants vivant avec les handicaps dans le même pied d'égalité que les autres enfants, puisque ceux-là aussi ont le droit à l'éducation, à la santé et tout. Ils sont marginalisés, surtout par la communauté. Les appréciations des différents participants. C'est la première fois qu'on nous a donné cette notion, pour que devant la situation, c'est-à-dire devant les élèves, il faut tenir compte des élèves qui ont des problèmes. Il faut que l'enseignant soit à mesure de les prendre en compte. Avant, on ne connaît pas comment tenir une classe inclusive. Mais maintenant, on nous a donné le canevas de donner l'enseignement inclusif et c'est un enseignement de qualité. Pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité Inclusion, cette formation est un point de départ vers une pratique renouvelée, plus inclusive, plus professionnelle et plus adaptée à la réalité de leur communauté. Le délégué de l'éducation Ologon oriental, l'Iguidam Djoingue Robert, les invite à mettre en exergue les acquis reçus de la plus belle manière. Je tiens surtout à vous rappeler que la vraie réussite de cette formation se mesurera sur le terrain à travers la mise en pratique effective de ce que vous avez appris ici. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Les participants auront pour mission de retour dans leur classe à promouvoir l'éducation inclusive, assurer la protection de l'enfant en situation de handicap et adapter les méthodes d'enseignement aux besoins de tous les apprenants. Nous restons toujours donc en éducation où le système éducatif tchadien, longtemps décrié par son caractère public et peu productif sur le marché de l'emploi, est en train de prendre une dimension d'une école de référence. Cette approche s'inscrit dans une dynamique d'inclusion participative. On en sait plus toujours avec nos reporters. Cet atelier a pour objectif de faire une analyse communautaire des conflits dans le sud du Tchad, notamment la situation de Mandakao et ses environs, mais d'identifier aussi des moyens afin d'atténuer ou de prévenir tout conflit. Il se veut un cadre où des pistes de solutions seront proposées par les membres des réseaux des médiateurs et d'autres acteurs locaux pour répondre rapidement en cas d'une situation conflictuelle.
À l'ouverture des travaux, le représentant de HD, Nadi Lumbaye, a indiqué que les conflits intercommunautaires et transfrontaliers font des dégâts énormes, raison pour laquelle le Centre de dialogue humanitaire en fait son cheval de bataille. Depuis son arrivée au Tchad en 2017, le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG de droit suisse, est spécialisé en médiation, œuvre pour atténuer et résoudre les conflits grâce au dialogue et à la médiation. C'est dans ce cadre qu'à partir de novembre 2024, le Centre pour le dialogue humanitaire met actuellement en œuvre un projet visant à diminuer les conflits locaux tout le long des routes de la transhumance. Ce projet est dénommé Atténuation des impacts des conflits intercommunautaires en Afrique centrale. Pour le secrétaire général provincial, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Giradum Gardodjum, cette rencontre est au centre de la politique des plus hautes autorités du pays. Selon lui, ces autorités accordent une attention particulière aux activités de dialogue sur le vivre ensemble. La province du Logone oriental a récemment connu une recrudescence alarmante des conflits intercommunautaires, particulièrement violents dans les départements de la Niapende et de Mont-de-Lam, avec comme corollaire plusieurs pertes en vie humaine et des dégâts matériels très importants. Cette rencontre de dialogue inclusive et constructive entre les autorités locales, les leaders communautaires et les membres des réseaux des médiateurs agro-pastoraux du Logone oriental s'inscrit dans la droite ligne des politiques du gouvernement, au permanent duquel le maréchal Mbadizidou, président de la République, chef de l'État, qui met au centre de ses préoccupations la cohésion sociale. C'est pourquoi nous devons soutenir cette initiative de HD et je vous exhorte donc à donner les meilleurs de vous-même en participant activement et de manière positive au débat durant ces 2 jours de rencontre pour que les résultats escomptés soient atteints. À noter que c'est au total 47 participants venus des 6 départements de la province du Logone oriental prennent part à cet atelier. Retour ici à N'Djamena pour la suite du journal. Le mariage, autrefois considéré comme un symbole d'amour ou de consentement entre 2 conjoints, semble prendre autre tournure aujourd'hui. Le cas du mariage chez les Mundang a donc attiré l'attention de l'équipe d'Electron Télévision qui a séjourné dans la localité. Il se fait donc plus entre Mundang. Il s'élargit donc à d'autres communautés ou ethnies. Cette ouverture est donc essentielle pour la cohabitation, le brassage et le vivre ensemble entre toutes les communautés nationales, chose qui ne se fait pas auparavant. C'est le constat fait par Yakilidia et Firida Ketem. Dans chaque communauté, le mariage a un mécanisme et son processus de déroulement. Mais chez les Mundang, il se planifiait parfois bien avant, à la petite enfance des prétendants. Autrefois, le comportement, le caractère et la beauté d'une mère étaient une source d'attraction de prétendants pour la jeune fille et du père pour le garçon. Avant, pour avoir une fille, tu vas commencer à la proposer à bas âge. Et là, tu demandes pourquoi, parce que tu connais son père et profondément, tu connais sa maman. C'est la maman que le Mundang compte beaucoup. Quand on vient en mariage là, c'est pas pour la beauté. Mais c'est quand on te dit que sa maman là, c'est une femme. Son père là, c'est un homme. Pourquoi ça? Parce que le Mundang, son premier machin, il n'aime pas le paresseux. Et quand ton fils va aller prendre la main d'une fille d'un paresseux, il va te donner aussi un paresseux. Une qui vole. Son père est voleur ou sa maman est voleuse. La maman n'est pas respectueuse. Le Mundang ne veut pas. Et là, à partir de 10 ans, là, tu es derrière la fille. Là, jusqu'à des années. Et là aussi, il y a des gens qui regardent le caractère de cette fille. Là. Arrivé à un âge de mariage maintenant, tu fais ce que les parents demandent. Le processus de la dot est aussi tout particulier. La dot chez les Mundang ne se fait pas sentir car elle reste un symbole d'amour et d'union de 2 familles. La dot là, ça ne se paye pas tigotal. Ça veut dire que tu as demandé la main
tu as donné les moyens de sacrifice, tout. Après, bon, le père va demander peut-être un bœuf, 2 bœufs, et puis il va te dire, moi je veux 8 bœufs, mais dans ça, là, donne-moi 2, comme ça. Et puis progressivement, ça dépend des années que tu as de moyens, tu donnes, et ça finit. Et chez nous, on dit que la donne ne finit pas. Pourquoi ils font ça? Parce que quand la fille va chez son mari, elle a des difficultés, au lieu que ça soit seulement le problème de son père et sa maman, ça devient le problème familial. Parce que de nos jours, le mariage a perdu sa valeur au détriment des apports extérieurs et du modernisme chez la communauté mondaine. Ce fait est accompagné d'énormes conséquences telles que le divorce précoce, chose qui impacte négativement sur la tradition, les exigences et la culture de ce peuple qui, reconnu pour leur attachement à la valeur traditionnelle. Le mariage intercommunautaire n'est pas forcément un déroutement de l'exigence culturelle, mais plutôt il pourrait être une source de découverte, de cohabitation et de brassage culturel. Et pour la page sportive de cette édition d'information, le président nigérien Bola Tinubu a offert une précieuse récompense financière de $100 000 à chacune des joueuses de l'équipe nationale féminine nigériane de football suite à leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations féminines à Rabat au Maroc. Il s'agit donc du 10e titre au Nigeria. Firida Ketem Allo. C'est dans une ambiance enthousiaste que le président nigérien Bola Tinubu a reçu lundi l'équipe nationale féminine nigérienne de football après sa victoire historique de 3-2 contre le Maroc en finale à Rabat. À l'issue de la cérémonie de réception, le président a annoncé que chaque joueuse se verrait remettre un appartement de 3 chambres en plus d'une récompense financière de $100 000. Dans son discours, Tinubu a déclaré « Je suis fier des joueuses pour leur exploit pour le Nigeria. L'équipe nationale féminine du Nigeria est l'une des équipes les plus régulières au monde ayant participé à toutes les coupes du monde depuis la création du tournoi en 1991. L'équipe nationale féminine du Nigeria domine le football africain, ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines pour la 10e fois. Un record en partie grâce au fait que le Nigeria a été le premier pays à créer une ligue féminine professionnelle en 1978. Et c'est tout pour ce journal de ce 31 juillet 2025 sous un ciel bien dégagé avec 34 degrés de température. Bonne suite de programme à vous.